c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo et ce nouveau podcast avec Dao et Eric. Salut les gars. Donc là, Dao proposait un thème qui est sympa et peut-être que vous pourrez donc participer, nous faire vos feedbacks en commentaire. C'est comment gérer et comment on gère, là, vu qu'on est tous les trois, le flux d'informations qu'on a à longueur de temps vis-à-vis de cette problématique qui est le Covid et comment tout ça est biaisé parce que ces infos en fonction de qui, des pathologies de tout à chacun, des peurs, des stress de chacun, on va bien sûr orienter l'information comme on a envie de la voir. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo il y a quelques jours de quelqu'un qui était en train de prouver par A plus B qu'il y a eu un brevet qui a été déposé par l'Institut Pasteur du fait qu'ils aient déposé limite le Covid-19, etc. Et il y a dû avoir des sites d'information qui ont dû déstructurer le truc. Le gars, il parlait pendant 30 minutes. Moi, je l'ai reçu en message, vous savez, en chaîne. Donc, effectivement, on reçoit plein de choses. Et les gens, pour bien faire ou parce que ça les touche, parce que ça répond bien sûr à des choses et à leurs croyances, ils diffusent encore plus l'info. Donc effectivement, comment vous, déjà, dans un premier temps, après on va voir ce que ça nous emmène, comment vous gérez l'information, comment vous percevez cet excès d'informations qu'on peut avoir en une journée, parce que c'est vrai que comme on disait avec Dao juste avant, on peut changer d'avis en 2 heures, 3 heures, 5 heures en fonction des infos qu'on a obtenues et de l'évolution des situations. Qu'est-ce que tu en penses, Eric ? Moi, je ne m'intéresse qu'en ce qui concerne la nature même du virus, son origine, ce qu'il est, les risques encourus, etc. D'accord, si on reste vraiment sur le Covid en lui-même, le Covid-19, je ne m'intéresse qu'aux informations qui sont transmises par des épidémiologistes qui travaillent et des experts en épidémiologie. D'accord, je pars du principe que il n'y a les seules personnes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est les seuls à peut-être détenir la réponse. Peut-être qu'il y a quelque part un médecin qui n'est pas même pas. Enfin, je ne m'intéresse que aux médecins, aux scientifiques. C'est les seules personnes dont l'opinion m'intéresse. Ils ne sont même pas tous d'accord, donc exactement sur l'ampleur, la nature, etc. que va prendre le virus. Mais je choisis d'écouter les scientifiques parce que ce sont des personnes qui ont moins, au final, même s'il y a toujours des petits guéguerres à ce niveau-là, à gagner en cas de panique. Et c'est voilà. Donc, je choisis mes scientifiques. Je choisis des personnes relativement éminentes. Alors, on va dire oui, mais c'est l'establishment. Bah oui, mais jusqu'ici, l'establishment, vous lui faites confiance pour à peu près tout. En ce qui concerne votre santé, il s'en sort plutôt bien. Donc, voilà. Je choisis, je trie comme ça. Donc tu filtres, ouais. Toi ton cheminement, c'est est-ce que dans cette étape-là, c'est tu prends l'information ou tu vas chercher l'information ? Les deux. Je vais chercher l'information. Après, j'ai tellement déjà créé des flux d'informations qui viennent vers moi. D'accord, je suis abonné à des choses, etc. Donc ça me vient naturellement. Des gens en qui j'ai confiance, qui invitent donc je suis abonné à des podcasts de scientifiques, de personnes en qui j'ai confiance et qui invitent des personnes dont comment dire les références laissent pas de doute. Je décide, donc je la cherche un peu, mais honnêtement, moi je suis pas particulièrement paranoïaque, je suis jamais été, alors je suis la personne la moins hypocondriaque du monde, j'ai plutôt tendance à dire quand quelqu'un est malade que je le suis pas, donc j'ai pas de problème avec le Covid en tant que tel. Parfois je me dis même que j'aurais bien le choper pour pouvoir être immunisé. Donc si là on me disait avec le petit rhume que j'ai, est-ce que tu aimerais que ce soit le coronavirus, je dirais bah oui, comme ça après d'ici 14 jours c'est bon, c'est bouclé. Donc c'est plutôt le. Donc ouais, moi, et j'aime bien, c'est les informations scientifiques qui m'intéressent, donc je vais les chercher, elles viennent à moi et voilà. Ok. Et toi, Dao, est-ce que d'une part tu vas chercher l'info ou tu attends qu'elle vienne, ou tu as des infos qui viennent et tu vas après la recroiser avec ta recherche? Comment tu bosses sur ton flux d'infos? Moi, j'ai dans mon fil WhatsApp, j'ai des petits groupes et j'ai des contacts
Alors, on peut dire qu'ils sont un peu dans la démarche d'Eric, hein, c'est-à-dire que avant de transférer une information, ils essaient déjà d'appliquer quelques filtres de validation euh, parce que eux-mêmes sont des spécialistes. Je prends l'exemple d'un ami qui est dans la finance, qui est assez pointu sur les informations parce que lui il manipule des sommes assez importantes. Donc, lorsqu'il décide de mettre en place une stratégie orientée, par exemple, sur la pharmaceutique ou sur l'industrie, sur l'informatique, sur la finance ou sur les monnaies, les fonds, les mouvements, lui, il faut que l'info soit la plus juste possible, la plus précise possible, et il faut qu'il soit le plus en amont possible pour être certain de ne pas faire d'erreur lorsqu'il va commencer à travailler sur ces opérations. Donc, lui, il m'envoie pas mal de choses. En plus, de par sa nature, on en parlait ce matin dans une autre discussion, c'est quelqu'un qui est, comme moi, qui a la pulsion à l'accumulation d'informations. Donc, il a cette espèce de curiosité naturelle et cette espèce de vélocité intellectuelle à taper très rapidement sur l'info la plus pertinente possible. Donc, lui, déjà, il me file pas mal d'infos. Après, j'ai un autre groupe d'amis un qui travaille chez Solvay, un chez Honeywell, un autre qui est assez geek, voilà, et qui eux, pareil, ont accès à pas mal d'infos et notamment les deux que j'ai cités précédemment, eux sont indirectement impliqués dans ce qui nous arrive actuellement, puisqu'ils travaillent avec le gouvernement, ils travaillent avec les équipements de protection. Donc, eux, c'est pareil, ils sont dans l'obligation d'avoir une certaine pertinence dans les infos qu'ils vont transmettre. Donc, déjà, avec eux, j'échange pas mal. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est dans le WhatsApp, c'est de voir, parce qu'on parlait du fait de la gestion du flux d'information, c'est que suivant les groupes, je vois qu'il y a vraiment des niveaux complètement différents sur la manière de transférer l'information, la manière de percevoir l'information, la manière de rebondir sur l'information. Et je vois clairement, en fait, que voilà, on n'a pas tous les mêmes filtres sur ces flux d'informations qui arrivent. Donc là-dessus, il faut être vigilant parce que moi, je ne suis pas forcément le mec le plus habile là-dessus parce que quand je reçois des infos pertinentes, j'ai tendance à les transférer massivement et je pense qu'il y a des groupes qui sont pas du tout, qui n'ont pas du tout envie, qui sont pas prêts, enfin, que ça t'intéresse pas particulièrement et que même ça les stimule dans leur désintégration. Donc voilà, là-dessus, il faut que je fasse un peu de. Quels sont les critères de transfert d'informations? Donc là, on a deux personnes qui vont quand même chercher une qualité d'information. Alors après, là encore, on est biaisé parce que qu'est-ce qu'une qualité d'information? Mais en tout cas, il y a une recherche d'une part d'un côté scientifique, d'autre part, de par le réseau qui ramène quand même un certain degré de justesse, ou en tout cas qui devrait ramener un certain degré de justesse. Après, comment justement, vous-même qui êtes des rouages potentiels d'information, ou de relais d'information, quels critères vous allez faire? Est-ce que vous faites comme certains qui font des chaînes sur du Messenger? Moi, j'en reçois plein en ce moment avec regarde ça, c'est super important, etc. Est-ce que vous dites, comme là, Dao vient de le dire un petit peu, j'ai des groupes comme ci, j'ai des groupes comme ça. Est-ce que je vais leur envoyer? Est-ce que c'est pertinent avec eux? Est-ce qu'il y aura un feedback ou est-ce que ce groupe-là, on est plutôt en train de blaguer à longueur de temps et que ça va faire chier tout le monde? Comment tu sélectionnes, toi, Eric? Moi, je partage très peu de choses qui sont liées à la crise. Enfin, je partage assez peu de choses parce que déjà, contrairement à Dao, je pense que j'ai moins de gens avec qui j'ai des contacts réguliers que Dao. D'accord. Enfin, j'ai moins de gens. Là, sur WhatsApp, en fait, bon, j'ai jamais parlé à autant de personnes, mais c'est juste des personnes à qui j'aime bien parler. Donc, je sais pas, ici, il y a 15 personnes peut-être maximum. Hein. Et je compte la périphérie de la périphérie, hein, en comptant 15 personnes. Donc, voilà. C'est des groupes. Moi, mes groupes WhatsApp, ce serait vous deux autres amis. Donc, je partage assez peu. Qu'est-ce que c'était, ça, Dao? PJPL. Ah, donc, pardon. Ouais, donc on disait au final, donc je partage avec assez peu de personnes les informations. Et en général, je préfère en parler que juste envoyer un lien. C'est-à-dire que j'aime bien l'intégrer dans une conversation. Donc je pense que j'en parle plus que. C'est-à-dire que j'ai un ami qui va m'appeler. Tu digères un info et tu la retranscris comme toi
Tu l'as capté? Oui, parce que je pense que beaucoup de gens, en fait, ont pas. Le problème des informations, comme dans beaucoup de choses, je vois ça dans le sport que je pratique, auquel je fais souvent référence, mais dans plein d'autres sujets sur lesquels je suis un peu pointu, c'est que une information vraiment pertinente, comme dit Dao, complète, claire, même si elle n'est pas et qui a pas, même si elle n'a pas vocation à être exacte pour toujours, mais en tout cas qui est la meilleure, on va dire, la plus exacte possible au moment T. C'est souvent une information qui est longue à digérer, très précise, parce que c'est une information d'experts. Et que les experts, par définition, sont pointus et un article cohérent sur le coronavirus, ça fait 10 pages. Et il y a peu de personnes il y a peu d'articles, on va dire entre guillemets vulgarisés, bons sur le coronavirus parce que voilà, l'expert par définition a envie de transmettre souvent toutes les informations. C'est intéressant ça, c'est une réflexion que je me faisais hier. Je me suis, je me suis pris les abonnements 1 euro, Monde, Ouais. Figaro. Et donc, tu sais, tu as les trucs abonnés. Et là, tu retrouves des vrais articles. C'est-à-dire que Ouais. moi, ce qui commence à vraiment. Ce qui me commence. Je me souviens qu'à l'arrivée du 20 minutes, je me suis dit, on est dans la merde parce qu'on va avoir des trucs en 20, hyper rapide. Il faut que tu aies les infos en 20 minutes. Ouais. Mais on a amélioré le 20 minutes en créant le tweet, tu vois. Et je trouve qu'en termes d'infos, maintenant, on a un article, on l'envoie, on l'a en ligne, et tu lis, lis, il y a ça. Bon, il y a des infos, on pourrait dire il y a une synthèse, mais avant, le principe, alors là, même pas scientifique, mais journalistique, celui qui allait remettre de l'info, il allait quand même avoir un croisement d'infos, bien sûr la tendance que lui va avoir ou que sa ligne éditoriale va avoir, mais on avait quelque chose qui était structuré, où ça va nous créer du questionnement. Et pas simplement où on pourrait avoir une dépêche AFP et puis tu te dis tout y est, tu vois. Journaliste écrivain. Pardon? Journaliste écrivain. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, on le voit, je trouve qu'on le voit de moins en moins des articles, en tout cas des articles gratuits, parce que je te dis, là je suis assez intéressé, je vois en payant, tu as quand même des articles là, dans Figaro, dans Le Monde, tu dis, ah ouais, il y a de la structure. Après, tu peux remettre en question, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit sur les flux à longueur de temps. Moi, je suis énormément sur Google Actualité. Je suis assez étonné par moment de dire rien, quoi. Et quand tu lis lire l'ensemble du sujet, tu te dis, bon, exactement. L'ensemble des sujets, c'est un cumul de trucs comme ça. Donc, ce qui est un peu. D'accord. Et toi, Dao, à ce niveau-là, comment tu disais que tu n'étais peut-être pas forcément toujours le plus à même à jongler avec ça. Quels sont tes critères avant de relancer l'information, la partager? Est-ce que c'est un critère du groupe? Est-ce que c'est un critère, toi, tu es stimulé par le truc et tu as envie d'en parler? Qu'est-ce qui fait que tu relances ou tu ne relances pas? En fait, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire que, bon, déjà, comme en amont, j'ai fait mon propre travail. Encore une fois, c'est mon propre filtre de sélection des articles par rapport aux gens avec qui je suis connecté pour obtenir ces infos. Et après, ce que je fais souvent, c'est que je le transfère, mais je pense que j'ai un double objectif. C'est-à-dire que j'ai un objectif d'informer, mais également d'avoir un avis. C'est-à-dire que ça m'arrive de frauder de la merde et puis qu'on me dise, ouais, écoute, ça c'est fake, pas ça. Et je l'entends, je dis, oui, c'est vrai. J'essaie de pas trop. Alors, ça, c'est un truc, c'est pas un défaut que je peux avoir, c'est d'avoir se dire, ouais, tu sais, puisque j'ai forwardé, puisque j'ai choisi, c'est ça. Et il y a quand même plus de choses qui soient vraies. Et ça, là-dessus, il faut vraiment que, bon, même si je le fais pas toujours, mais voilà, il faut que vraiment j'accepte que l'objectif de transférer des infos, c'est d'avoir des feedbacks pour corriger ça, pour contrecarrer, voilà, pour me remettre un peu dans le droit chemin. Mais là où je suis un peu, là où je peux être sensible, c'est il y en a certains qui deviennent vraiment agressifs à dire non, mais ça c'est de la merde, t'as pas le droit de faire ça, ça. Alors que moi, je me permettrai jamais d'envoyer ça et d'insulter les gens. C'est quand même rarissime que je le fasse. Je suis plutôt dans une idée de parce partage. que tu ne m'envoies pas comme une insulte aussi. Oui, bien sûr, mais bon, il y en a qui le prennent vraiment mal. Moi, je vois là depuis le début de cette crise, ouais, c'est intéressant de voir les réactions de certaines personnes sur lesquelles tu t'attendais pas à ce type de réaction. Mais bon, j'estime que comme la situation est un peu tendue, c'est normal que les gens soient un peu stressés. Mais c'est là où on revient à ce
on parlait au tout départ, à notion initiale, c'est que filtrant tout à chacun avec nos croyances, nos connaissances, notre passé, nos attentes, nos peurs, nos stress, l'information, elle est déjà, quand tu lis et que tu en prêtes, en reparles avec un pote, là, comme le faire Eric par exemple, et qu'on a lu tous les deux le même article, ou tous les trois le même article, où on a vu le même truc, ce qui est amusant, c'est d'entendre, tiens, lui, il a été marqué par ça, alors que moi, j'ai été marqué par ça. Et en fait, dans le recroisement, quoi, déjà dans la rediffusion de l'information, si on discute un petit peu, on se dit, ah, on n'a pas vu les mêmes choses. Donc, c'est hyper complexe quand, en plus, tu as tous tes pathos et ton mal-être, etc., qui interfèrent et qui donnent en plus un ensemble, une coloration, de prendre une information de façon objective, s'il y a possibilité de prendre une information objective. Est-ce que tu penses que c'est possible, toi, Eric, de prendre une information de façon purement objective? La tête qu'il a fait. Ouais, genre, de quoi il parle? Est-ce qu'il est possible de prendre quoi que ce soit objectivement? Voilà. On va partir du principe. La seule objectivité qui existe, c'est la méthode scientifique. Bon. Mais dans l'espace newtonien, qui est celle que l'on maîtrise, voilà. Ok, on peut. Non, parce que donc, dans l'espace non newtonien, ce que tu dis, ça dépend en fait si t'es dans l'espace, si t'es dans l'espace, si t'es dans l'espace quantique, l'objectivité, elle devient un peu. Tu vois, regarde la tête de Dao, tu vois, elle devient compliquée, tu vois. De l'espace quantique, ça ne doit pas être objectif. À partir du moment où tu observes. Voilà, on commence à tomber dans l'oxymore physique, tu vois. Mais c'est ça. En gros, on va dire que le plus objectivement possible, d'accord, on peut prendre. C'est pour ça que justement, je me tourne vers l'opinion scientifique, parce que même si les scientifiques sont des êtres humains faillibles, ils ont, si leurs conclusions sont liées à sont tirées d'expériences scientifiques. Bon, la méthode scientifique comme baromètre d'objectivité humain, c'est quand même plutôt solide. On fait une expérience, la base c'est expérience, double blind, on refait l'expérience séparément. Est-ce que ça Tu as la méthode scientifique. Toi, tu valides pas le scientifique, mais la méthode scientifique. Oui, c'est ça que je dis. C'est qu'en gros, le scientifique en lui-même, la personne qui est un scientifique, qui est un médecin, un épidémiologue, un biologiste, n'importe, s'il appuie son raisonnement sur des résultats qui ont été liés à l'application de la méthode scientifique, il y a plus de chances que tout le biais cognitif qui sera quand même présent, etc., soit mitigé. Et mon but, c'est d'arriver, on va dire, à quand je cherche une information liée à une maladie comme le coronavirus, sur sa nature, les risques encourus et compagnie, son origine, j'essaye de mitiger au maximum la subjectivité. Donc, c'est pour ça que je fais cette recherche-là. Donc, est-ce que c'est possible d'être objectif? Non. Est-ce que c'est possible d'être moins subjectif? Oui. D'accord, ça veut dire que tu vas pas aller sur Nouvelle conscience universelle de l'amour pour lire le fait que peut-être avec un petit peu d'énergie positive et en priant. En fait, comme fourrant un cristal de schiste dans le nez, je vais pouvoir contrecarrer l'énergie négative que représente le coronavirus. Non, non, j'y vais pour rigoler, mais ça ne m'aide pas. Super, donc ta croyance est super limitée. Je suis très déçu, très très déçu. Et toi, Dao, est-ce que tu penses qu'en ouvrant ton 6e chakra, pardon, savoir, nous sommes peut-être dans le rêve d'un esprit Cherokee, ok? Oui. Mais là, on revient aux sciences quantiques, ça redevient un peu compliqué notre histoire. Et toi, Dao, est-ce que tu penses qu'en ouvrant ton 6e chakra, tu vas pouvoir, scientifiquement parlant, t'en sortir? Oh, j'ai compris la blague. Je pense que. Voilà, il pense. Je pense que si tu t'habitues depuis pas mal de temps à aiguiser une forme de réflexion autour des choses que tu lis de manière générale, tu arrives au bout d'un moment à comprendre une certaine méthodologie générale qu'utilisent les articles, les experts, la sémantique, tout ça.
et tu as ta propre opinion qui se forge. Parce que comme on disait, on ne peut pas être objectif. Enfin, je veux dire, comment moi je peux être objectif sur ce que disaient les épidémiologistes, mais après, dans la manière avec laquelle on parle de l'événement et ça, tu sens rapidement si c'est un truc que tu peux continuer à lire ou à écouter, parce que tu as des logiques internes qui sont dues à ta propre expérience, parce que ces logiques-là, tu vas les retrouver peut-être en économie, peut-être en informatique, ou en psychologie. Et je pense qu'on reconnaît une forme de méthodologie universelle qui se rapproche un peu de ce qu'on a vécu avant, de ce qu'on a lu avant, qui fait qu'on peut dire que là, ça a l'air à peu près crédible. Mais avoir une objectivité à 100%, non, c'est impossible. On n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des chimistes. On ne peut pas savoir, mais je pense que si tu commences à t'intéresser à plein de sujets, et tu vois bien que sur un sujet que tu découvres, il y a peut-être des gens avec lesquels ton feedback est meilleur, parce que, encore une fois, on est dans un univers subjectif au final. Donc, voilà, et toujours préciser que ce n'est que ton opinion, que c'est ta manière de voir les choses et que ce que tu transmets, une vision. Eric n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, si, je suis d'accord. C'est pour ça, si, je suis complètement d'accord. C'est juste, c'est la tête, c'est vos têtes qui vous font rire, tu vois. Finalement, tout est de la merde. Finalement, à quoi ça sert toutes ces conneries de machin scientifique, hein. En fait, le coronavirus, c'est que pensé dans ma tête. C'est pas mal. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que même bien. Qu'est-ce que tu peux dire, Eric? Ce matin, qui était sympa, c'est que on profite finalement, enfin, tout pour nous qui aimons bien nous exciter un peu le cerveau pour rien, on profite un peu de ce qui se passe, parce qu'il y a tous les travers de notre société et de notre monde et de nous-mêmes qui sont surexcités, surstimulés. Donc, tout va beaucoup plus vite, il y a vachement d'infos. Donc, c'est stimulant, ça. Au moins, ça, c'est stimulant. Hein. Ouais, Eric, tu voulais en parler alors. Ouais, il y a quelque chose, je m'en rends compte, qui manque peut-être. Tu parlais des journaux, de ce que représentaient, même s'il n'était pas nécessaire, mais ce que représentaient en tout cas les journaux autrefois dans l'esprit des gens, c'est qu'on manque de synthétiseurs de confiance. C'est-à-dire de personnes qui sont capables, quand je dis synthétiseur, c'est un synthétiseur de confiance. Il y a des personnes qui sont capables de synthétiser des informations critiques, d'accord, hyper importantes, et en qui on sent qu'on peut avoir confiance. Parce que, c'est-à-dire. Comme on disait, comme on parlait du Monde dans les années 70, où on disait, tu lis Le Monde, tu lis vraiment un truc de qualité. Voilà. Si tu lis, où on disait, tu sais quoi, si tu lis tel journaliste, tu sais que sur son sujet, un journaliste qui est expert, par exemple, en crise, en conflit dans les pays, en conflit en Afrique subsaharienne, tu sais que si tu lis ce mec-là, il a une approche il synthétise extrêmement bien la multiplicité d'informations que tu peux avoir, décoloniales, énergétiques, ethniques, etc., tu vois, au niveau des ressources, de l'armement, compagnie, tu vois. Donc, et je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas vraiment trouvé un synthétiseur de confiance. Il y en a peut-être, hein, même plusieurs, mais des synthétiseurs de confiance qu'on prend comme sorte de porte-parole générale ou comme relais général de l'information auquel on peut tous avoir confiance. Donc, il y a un peu de tout et n'importe quoi qui tourne. Moi, j'ai la chance de pas, je finis, j'arrive pour 30 secondes, j'ai pris beaucoup de distance avec tout ce qui est complotiste et compagnie. Donc, au final, j'ai pas de. Autrement, les seuls trucs, comme tu disais tout à l'heure avec les hippies suceurs de cristaux, ces trucs-là, je les regarde que pour rigoler. Mais j'essaie de rester le plus possible dans un truc avec des informations, comme on a dit, potentiellement objectives. Et comme j'ai une bonne capacité de synthétisation d'informations, ça passe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile. Mais sur YouTube, tu as des. Oui, bien sûr. Vulgarisateurs, tu as des gens. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu que tout le monde a parole, tout le monde peut estimer que ce qui est dit est juste. Tu vois, le problème, je pense, que soulève Eric, c'est que, bien sûr, sur YouTube, il y a des gens géniaux, quoi. Et puis même, on lit tous des gens absolument géniaux. Mais effectivement,
tu vas parler de ce gars-là, il y a automatiquement un gars qui dit non, mais moi je pense qu'il a tort parce que j'ai lu un autre gars qui disait que. C'est vrai qu'aujourd'hui ça conglomère assez peu, sachant que tout le monde a droit de parole et a droit de parole au même niveau. Aujourd'hui, ce qui est dur, c'est que tout à l'heure, Eric introduisait sur l'idée à se dire moi je prends la communauté scientifique parce que je trouve qu'elle a été éprouvée et que ce qu'ils disent de façon générale est correct, sans dire que c'est parfait, mais correct. Et aujourd'hui, par exemple, moi, si je commence à sortir ma théorie et que je la structure bien et que moi, je m'y connais un petit peu en sémantique, je m'y connais un petit peu en levier et que je fais tout un truc en utilisant des leviers, il se peut que l'information bidon que je donne, elle soit prise au sérieux par plein de gens au même titre qu'un mec qui est vraiment un expert dedans. D'ailleurs, je vous dis ça, mais il y a eu un article qui est sorti il y a quelques jours où le mec, il a écrit tout un article. Il a été débunké par un journaliste et j'ai trouvé que le journaliste a fait un super boulot. Je vous le retrouverai. Hein. Mais où l'article, il s'est diffusé, mais partout. Je l'ai vu plein de fois sur Facebook. Je l'ai vu dans plein d'endroits. Et tu te dis, tiens, c'est marrant. Ce mec-là, il a juste fait des projections. Il a ajouté à ça plein d'éléments rhétoriques et des fonctionnements avec des leviers comme des biais de confirmation, comme des figures d'autorité, comme des pseudo-trucs à la con. Et plein de gens l'ont validé parce que ce mec-là, qui est à la base pas du tout dans ce domaine-là, a réussi à se faire passer pour quelqu'un de ce domaine-là et à la limite qui avait autant de connaissances que professeur X professeur X c'est pas bon, mais professeur Y qui lui ça fait 40 ans qu'il bosse dans le métier. Toi, et je trouve que Eric là-dessus a raison, on ne sait plus quelle source d'information. Autant on a commencé le podcast en disant quelle information prendre, mais au bout du compte, c'est quelle source est potentiellement fiable. Dao, qu'est-ce que tu en penses? En fait, vas-y. Quoi? Ah, d'accord. Bon, en fait, très vite, je pense que ce qu'il faut, il y a certaines, par exemple, je vais donner une source que j'aime bien, d'accord, qui est Sam Harris, qui est un neuroscientifique qui est relativement médiatique, qui a pour but d'être le plus objectif possible, qui se corrige quand il se trompe, qui met autant d'énergie à mettre en avant les erreurs qu'il a pu faire dans le passé pour les corriger que son discours actuel, qui a pas mal de poids dans la communauté scientifique, donc qui invite des personnes majeures. Et une des choses que j'aime bien, c'est qu'il est le premier à mettre en avant les biais cognitifs qu'il a ou qu'il pense avoir ou que les autres ont relevés chez lui. Comme ça, je sais que si je lis, pour finir, si je lis un journal, si je lis un journal d'un journaliste, un article écrit par un journaliste qui est plutôt de gauche ou un journaliste qui est plutôt de droite, mais qui ouvertement dit moi je suis plutôt de droite, donc moi je suis plutôt de gauche, donc sur un sujet politique, je suis capable de glaner des informations, même si je ne suis pas d'accord avec l'un ou l'autre, parce que je sais dans quelle direction ça va. C'est notre ami commun, Simon, qui disait, il aime bien lire, qui est plutôt très, très libéral économiquement, très à droite économiquement, qui disait qu'au final, il aime bien lire Libération, parce qu'il y a des personnes qui intellectuellement sont très compétentes dans les articles de fond de Libération et que c'est intéressant d'avoir une perspective très différente de la sienne pour comprendre comment ce pan-là de la vie intellectuelle française voit tel ou tel événement. Ouais, là tu recroises avec le fait que si on arrive à avoir des figures de référence qu'on connaît suffisamment par leur remise en question ou par leur orientation, leur biais, ça nous permettrait de avouer. Pardon, bien avoué, ouais, bien sûr, bien sûr. Ce qui donc nous donnera cette information non objective, mais en tout cas qu'on va pouvoir corriger aussi par rapport à nos propres biais et nos propres perceptions des choses. Effectivement, plus on connaît, mieux on connaît, plus la personne est reconnue et reconnaît elle-même ses propres problématiques, plus il y a de chances que l'information nous soit pertinente et puisse être pertinente à une majeure partie des personnes. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure, Dao ? Je rebondis sur un point qu'avait dit Eric et sur lequel je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a un métier de synthétiseur d'informations, une vraie compétence, une compétence pointue. Et on a souvent des cas comme ça. Je prends l'exemple d'un Alexandre Astier qui a
qui a fait un spectacle qui s'appelle l'Exoconférence et qui fait intervenir Étienne Klein et sur lequel avec qui il a travaillé pour mettre en place ce spectacle. Et Étienne Klein a dit c'est parfaitement documenté, alors que à la base Alexandre Astier n'est pas c'est pas un scientifique, quoi. Mais venant du monde des artistes et tout, il avait une intelligence suffisante pour donner une forme tout à fait crédible au savoir scientifique, et en l'occurrence dans les domaines qui concernaient Étienne Klein, qui lui-même a reconnu que c'était, alors ça peut être un biais, hein, parce qu'ils ont collaboré, mais il a reconnu que c'était bien documenté, que c'était certainement mieux expliqué que certains scientifiques, parce que derrière ça, l'objectif d'un synthétiseur, d'un vulgarisateur, d'ailleurs, il y a beaucoup d'éminents scientifiques américains, notamment, qui ont passé beaucoup de temps dans le reste de leur vie à vulgariser, parce que ce domaine-là était plus important finalement pour eux que le domaine scientifique en lui-même. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer cette compétence-là, parce que c'est une vraie compétence sur laquelle peut-être on n'accorde pas assez d'importance et d'énergie. Et c'est peut-être essentiel pour faire avancer le domaine scientifique, d'être en mesure de synthétiser et de vulgariser. Et peut-être que ce n'est pas des scientifiques qui sont les plus à même à faire ce genre de travail, mais vraiment des gens qui ont des compétences liées vraiment à la synthèse et à la vulgarisation. Donc, parfois sur des articles, certainement que les gens décrivent des articles parce que voilà, ils se sentent un peu comment dire, ils sentent qu'ils se font voler leurs propres compétences, alors que l'objet, c'est pas ça. L'objet, c'est de synthétiser, de vulgariser et de pouvoir ordonner les idées pour avancer un peu plus loin, parce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'aller piocher des idées de tous les courants possibles, de toutes les démarches possibles, pour en faire quelque chose de plus grand, plus globalisant et plus optimisant. Ouais, mais là, on revient sur un des biais problématiques de beaucoup de scientifiques et beaucoup de personnes qui ont la connaissance, c'est de raconter, mais on en a déjà parlé, des grandes choses avec des mots compliqués que personne ne peut comprendre pour pouvoir toujours garder une espèce d'hégémonie intellectuelle sur autrui. Et c'est un biais de blabla de merde, quoi. En fait, c'est juste compléter, quoi, papoter pour rien dire. Et c'est quelque chose qui et touche énormément les Français et un peu moins les Américains là-dessus, où ils ont énormément de personnes qui, pour eux, c'est dans la culture de j'ai pas le temps, on doit synthétiser et je dois comprendre ce que tu me dis. Donc, ton verbiage à la con, il m'emmerde et donne-moi quelque chose de concret, quoi. Et clairement, chez nous, on a ce problème-là où tu parles encore, mais on en avait parlé sur différents sujets. Tu as des gens, tu leur parles avec, tu ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Bon, quand ils veulent s'adresser à toi et moi, à des personnes lambda, quand tu parles avec des collègues qui parlent le même langage que toi, ça pose pas de problème. Mais là, on a ce vrai problème. Pour finir, Eric, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, je répète d'abord sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'en France, c'est un problème. Je pense que ça touche. Le sommet de ça, c'est les postmodernistes, d'accord. Foucault, Derrida, c'est illisible. Pour être illisible aussi, parce que ça fait partie du truc. Il y a une grosse différence entre un Jung et un Foucault. Il y en a un qui est délibérément obscur et l'autre qui est compliqué et complexe de par la tentative lui-même, surhumaine d'essayer d'expliquer des concepts qui nous dépassent un peu. Non, je ne vis pas avec Jordan Peterson. Mais il y a un. Parce que là, quand même, c'était un peu. Oui, c'est très Peterson. Ouais. Mais et au-delà, et à côté de ça, donc ce que tu disais, c'est que il y a un scientifique que je vous engage à suivre, surtout si vous parlez anglais, qui s'appelle deux frères, Eric et Brett Weinstein, qui expliquaient qu'ils sont un mathématicien et un biologiste. Et donc Eric, qui est le mathématicien, disait que souvent il y a un problème, c'est que si on parle de problèmes scientifiques complexes comme la physique, la part des physiciens disent bon, il faut que je lui explique de façon la plus simple possible. Donc ils disent imagine une balle de tennis qui flotte dans une piscine et tu jettes un truc et ça. Il dit non, ça c'est de la paresse et c'est pas c'est pas nécessairement, c'est ou de la paresse ou parfois c'est aussi le fait que c'est presque de la condescendance. Et il pense que la personne lambda peut pas comprendre ce que tu expliques, alors que il y a lui arrive à expliquer des concepts très compliqués, ce qu'il a fait beaucoup de physique aussi. En tout cas considérés comme très complexes, mais il vous les explique relativement clairement. Mais ce qu'il expliquait, c'est que être un grand chercheur, un grand découvreur, particulièrement dans le domaine scientifique,
et ou par peut-être philosophique, mais particulièrement dans le domaine scientifique, c'est pas du tout lié avec le fait d'être bon pour l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas les codes et les clés de, tu vois, mathématiques, par exemple, de ton, si c'est de la physique, de ton registre, enfin de ta discipline. Et donc, un vulgarisateur comme Neil deGrasse Tyson, par exemple, qui est aussi un astrophysique, mais ou quelqu'un comme Carl Sagan, c'est des gens qui sont extrêmement précieux, pas uniquement parce qu'ils sont capables d'expliquer au grand public l'émerveillement qu'ils ont pour l'univers, mais aussi parce qu'ils sont, même si ça en fait partie, mais aussi parce qu'ils aident le commun les personnes qui ne sont pas de ce milieu-là à prendre conscience de l'importance des recherches qui sont faites. Et que cette prise de conscience, elle mène à un plus grand respect des conclusions liées à ces recherches. C'est-à-dire que si on vous explique que s'il y a quelqu'un qui est bon pour vous expliquer pourquoi on sait que la Terre se réchauffe et que l'être humain a un impact dessus, et de synthétiser toutes les études qui semblent prouver qu'il y a un consensus dans la communauté scientifique, il y a plus de chances de façon avec charisme et avec éloquence et tout en restant abordable et en ouvrant peut-être la voie à l'approfondissement. Il y a une plus grande chance qu'un panel de personnes qui étaient autrefois dans le doute ou même qui peut-être n'y prêtaient pas attention, y prêtent attention et recherchent plus d'informations dans ce cadre-là et donc de créer une conscience collective plus importante. Ouais, je suis d'accord. Et nous, il faut qu'on apprenne à être plus synthétique parce qu'on est déjà à 36 minutes. Donc, les gars, il faudra qu'on apprenne. Pourquoi est-ce qu'on ne se laisse pas à 36 minutes? On est toujours à 36 minutes. Non, on était à 25. Et là, on a pris 10 minutes dans la gueule, ce qui demain ne sera pas acceptable. Merci, les gars. Chinaï. On se revoit demain et on continue. On met à genoux sur le parquet pendant 1 heure. Hein? Oui, exactement. Tu connais à genoux sur le parquet pendant 1 heure? Ça fait mal au bout d'un moment. Ça fait très mal. Allez, à demain. Ciao. Ça.